Un policier accuse un homme noir d'avoir volé une voiture. Quelques secondes plus tard, celui-ci montre son identité et ruine la carrière du policier. Enlevez vos mains du volant immédiatement. Sortez du véhicule. La voix a tranché l'air chaud de Los Angeles comme une lame. L'agent Brad Peterson tenait son pistolet électrique, les muscles tendus, tandis qu'il observait l'homme noir assis dans la BMW M5 argentée. Les piétons se sont arrêtés au milieu du trottoir. Les téléphones portables ont émergé des poches comme des réflexes conditionnés. Un cercle de curiosité morbide s'est rapidement formé autour de Rodeo Drive. Image initiale. Un homme noir élégant, les mains sur le volant, regardant dans le rétroviseur la fureur d'un système qu'il avait jugé avant même de le connaître. « Monsieur, gardez les mains bien en vue !» cria Peterson, sa voix chargée de 12 années d'autorité policière et de quelque chose de plus dangereux encore, la certitude absolue d'avoir raison. Ce véhicule a été signalé volé il y a 2 heures. À l'intérieur de la BMW, l'homme a pris une profonde inspiration. Ses doigts, toujours sur le volant en cuir italien, tremblaient imperceptiblement. Pas de peur, mais d'une rage contenue qui bouillonnait sous la surface d'un sang-froid professionnel cultivé pendant des décennies. « Je m'appelle Marcus Hamilton », se dit-il, comme il le faisait toujours lorsqu'il était confronté à des moments qui mettaient son humanité à l'épreuve. Et ce n'est pas la première fois que ma peau détermine la façon dont je suis perçu avant même d'avoir eu la chance de prouver qui je suis vraiment. Notre protagoniste n'était pas issu d'un milieu privilégié, mais il s'était bâti une carrière que beaucoup auraient jugée impossible pour quelqu'un qui avait grandi là où il avait grandi. Chaque réussite avait été une bataille contre des préjugés systématiques. Chaque promotion, une victoire contre un système conçu pour le maintenir à sa place. Son arme, une patience stratégique. Sa stratégie, transformer chaque humiliation en preuve, chaque préjugé en moteur de changement systémique. Ce que l'agent Peterson ignorait, ce que personne dans cette foule grandissante ne pouvait imaginer, c'était que l'homme qui l'humiliait publiquement avait passé les 15 dernières années à prendre des décisions qui affectaient la vie de milliers de personnes. Des décisions concernant des budgets municipaux de plusieurs dizaines de millions. Des décisions concernant des politiques qui déterminaient l'avenir de communautés entières. Marcus retira lentement ses mains du volant, chaque mouvement étant délibéré et visible. Dans le rétroviseur, il vit la foule se former comme des prédateurs autour d'une proie blessée. Il vit une adolescente activer le live stream sur TikTok, il vit un vieil homme secouer la tête en signe de désapprobation silencieuse, il vit le cycle familier du voyeurisme numérique s'enclencher avec une vitesse virale qui pouvait détruire ou racheter. « Sortez du véhicule, les mains en l'air », ordonna Peterson, la main droite posée sur son étui avec une familiarité effrayante. 3 voitures de police supplémentaires ont tourné au coin de Beverly Hills, leurs sirènes coupant le brouhaha de l'après-midi comme une symphonie d'autorité mal dirigée. « Vous avez le droit de garder le silence. »« Officier », a interrompu Marcus, sa voix empreinte d'une autorité qui a fait hésiter Peterson pendant une fraction de seconde qui n'est pas passée inaperçue parmi la foule grandissante. « Je peux vous expliquer la situation. » « Il n'y a pas d'explication pour un vol de véhicule, » a coupé Peterson, sa confiance restaurée par la présence des renforts. « C'est simple, un homme noir, une voiture de luxe à 120 000 $, un quartier riche. Les chiffres ne mentent pas. Les chiffres. » L'ironie du mot frappa Marcus comme un coup de poing dans l'estomac. Si Peterson savait que l'homme devant lui avait approuvé des budgets qui incluaient des salaires de policiers supérieurs à 8 millions par an, s'il savait que Marcus avait le pouvoir de réviser les politiques du département qui affectaient des carrières comme la sienne, s'il savait que ses prochains mots étaient enregistrés non seulement par les téléphones portables de la foule, mais aussi par un esprit entraîné à documenter des preuves qui pourraient être utilisées devant les tribunaux fédéraux. Une femme dans la foule a chuchoté à son ami, « C'est de la discrimination raciale pure et simple. » Une autre personne a murmuré, « Pourquoi ne le laisse-t-il pas s'expliquer ?» Mais personne n'a bougé. Personne n'est intervenu. La paralysie du spectateur numérique s'était installée. Tout le monde voulait filmer, personne ne voulait agir. Marcus est sorti lentement de la BMW, les mains visibles, sa dignité intacte malgré l'humiliation publique qui brûlait dans sa poitrine comme de l'acide. Sur le siège passager, une mallette en cuir italien reposait négligemment. À l'intérieur, des documents qui pourraient mettre fin à cette mascarade en quelques secondes. Des documents qui feraient ravaler à Peterson chaque mot de mépris. Mais Marcus Hamilton n'était pas arrivé là où il était en prenant la voie facile. Il avait appris que le véritable pouvoir venait de la patience stratégique et non de la réaction émotionnelle. Il avait appris que transformer l'humiliation en éducation créait des changements plus durables que le simple fait de mettre fin à des embarras individuels. Peterson s'approcha, les menottes ballottant dans ses mains comme des instruments d'humiliation publique. « Tournez-vous et mettez les mains à l'arrière du véhicule. Vous êtes en état d'arrestation pour suspicion de vol de véhicule à moteur. »
La foule s'était grossie à plus de 80 personnes. Le live stream de l'adolescente avait atteint 1200 vues et continuait de grimper en flèche. Peterson sourit, sentant le poids des regards approbateurs de ses collègues qui arrivaient en renfort, alimentant son sentiment de supériorité morale et d'autorité incontestable. Et quand quelqu'un décide de briser ce cycle de préjugés systématiques, la vérité trouve toujours un moyen de se faire entendre. Ce qu'aucun d'entre eux ne réalisait, c'est qu'ils étaient en train de documenter le début d'une chute qui allait changer des carrières, des politiques et des vies à jamais. Une chute qui allait commencer par une simple question que Marcus s'apprêtait à poser. « Officier Peterson », dit Marcus en lisant le nom sur le badge tout en se positionnant contre la voiture, badge numéro 4521. Avant de continuer, j'aimerais savoir, êtes-vous absolument certain de vouloir poursuivre cette arrestation? La question resta en suspens, comme une menace voilée que Peterson ne parvint pas à décrypter. Il y avait quelque chose dans la voix de Marcus, quelque chose dans le choix délibéré de ses mots, qui fit hésiter le policier pendant une seconde cruciale. Si vous sentez la tension monter dans cette histoire, vous ne voudrez pas manquer ce qui se passe lorsque Marcus décide de révéler qui il est vraiment. Et Peterson n'avait encore aucune idée que l'homme qu'il menottait avait le pouvoir de réécrire complètement les règles du jeu qu'il pensait être en train de gagner. Certaines personnes naissent pour protéger et servir. D'autres découvrent qu'un badge peut être l'outil parfait pour exercer un pouvoir sur ceux qu'ils considèrent comme inférieurs. Peterson a attaché les menottes au poignet de Marcus avec une force inutile, le métal froid mordant la peau comme une marque d'humiliation délibérée. Chaque clic a résonné dans la foule comme un tambour de guerre, annonçant une victoire qui n'avait pas encore été remportée. 12 ans dans la police, a murmuré Peterson, assez bas pour que seul Marcus puisse l'entendre, et je sais toujours quand quelqu'un ment. Ce que Peterson ne disait pas, ce que révélaient ses 847 arrestations et ses 23 plaintes pour usage excessif de la force, c'est que son instinct avait une couleur bien précise. Son taux d'interpellation de conducteurs noirs était 340% supérieur à la moyenne du département. Ses rapports suivaient toujours le même schéma systématique, suspicion d'activité criminelle fondée sur un comportement furtif. En d'autres termes, Peterson avait transformé les préjugés raciaux en méthode de travail. Marcus resta immobile contre la BMW, sentant la chaleur du métal chauffé par le soleil californien contre son visage. Son esprit calculait non seulement sa propre situation, mais aussi les ramifications systémiques de ce moment. Combien d'autres hommes s'étaient retrouvés dans cette même situation? Combien n'avaient pas eu les connaissances, les ressources ou la patience stratégique nécessaires pour transformer l'humiliation en changement durable? Officier Peterson. La voix de Marcus coupa le brouhaha de la foule avec une précision qui incita plusieurs personnes à s'approcher pour mieux entendre. Vous avez mentionné que ce véhicule avait été signalé volé il y a 2 heures. Pourriez-vous me donner le numéro du rapport de police? Peterson hésita. Non pas parce qu'il ne connaissait pas la réponse, mais parce que la question avait une connotation professionnelle qu'il n'attendait pas de quelqu'un qu'il avait mentalement classé comme criminel dès le premier regard. Cela ne vous regarde pas pour le moment, répondit Peterson, mais sa voix avait déjà perdu de son assurance. En fait, Marcus tourna légèrement la tête, ses yeux rencontrant directement ceux de Peterson. En vertu de l'article 832.5 du Code pénal californien, toute personne arrêtée a le droit de connaître les motifs précis de son arrestation. La foule murmura comme une vague montante. Les téléphones portables se levèrent plus haut. La diffusion en direct de l'adolescente atteignit 3400 spectateurs, et les commentaires fusèrent sur les connaissances juridiques démontrées par le suspect. « Mec, ce type connaît mieux la loi que beaucoup d'avocats », apparut dans les commentaires. « Comment un criminel connaît-il des codes pénaux spécifiques ?» demanda un autre. Peterson sentit la sueur perler sous son gilet pare-balles. Comment un présumé voleur de voiture connaissait-il des codes pénaux spécifiques? Sa confiance vacilla pendant un moment crucial, mais sa fierté et ses 12 années d'autorité incontestée le poussèrent en avant comme un train fou. Comportement évasif, déclara Peterson à voix haute devant les caméras, preuve supplémentaire de culpabilité. Le problème, c'est que Marcus n'était pas évasif. Il était exactement le contraire, direct, connaissant la loi et dangereusement éloquent. Le sergent Rodriguez arriva dans sa voiture de patrouille et observa la scène avec les yeux expérimentés de 22 ans passés à patrouiller Beverly Hills. Il connaissait Peterson depuis 8 ans. Il connaissait son passé controversé. Il connaissait les rumeurs dans les vestiaires au sujet de méthodes douteuses et de rapports qui semblaient toujours favoriser les statistiques personnelles plutôt que la justice réelle. Mais il connaissait aussi la politique du département. Soutenir les agents sur le terrain d'abord, poser les questions ensuite. « Qu'est-ce qu'on a là, Peterson ?» demanda Rodriguez, d'un ton soigneusement neutre, tout en observant la foule grandissante et les dizaines de caméras qui documentaient chaque mouvement. « Soupçon de vol de véhicule », répondit Peterson en bombant le torse comme un paon exhibant ses plumes.
BMW M5 2023, signalé volé. Le suspect se comportait de manière nerveuse et évasive. Rodriguez observa Marcus attentivement, remarquant sa posture droite, son langage corporel contrôlé, l'absence totale de panique qui accompagnait généralement les vrais criminels lorsqu'ils étaient confrontés à l'autorité policière. Quelque chose ne collait pas dans ce puzzle, mais la hiérarchie policière exigeait la solidarité d'abord, les questions ensuite. Dans la foule, une vieille dame aux cheveux gris tira son petit-fils adolescent par la manche. « Ce n'est pas juste », murmura-t-elle, sa voix chargée de décennies d'expérience passée à observer les gens. « Cet homme n'est pas un criminel. Regarde comment il se comporte, comment il parle. » Mais son petit-fils, influencé par des années de médias et de stéréotypes systématiques, secoua la tête avec la certitude de la jeunesse ignorante. « Grand-mère, tu ne peux pas savoir juste en regardant quelqu'un. » Marcus entendit l'échange, une preuve supplémentaire de l'éducation systématique qui devait être dispensée à tous les niveaux de la société. Ce moment n'était pas seulement une humiliation personnelle, il révélait les fondations pourries d'un système qui permettait aux préjugés personnels de se déguiser en maintien de l'ordre légitime. Peterson ouvrit la portière passager de la BMW, ses yeux se fixant immédiatement sur la mallette en cuir italien comme un prédateur identifiant une proie blessée. « Voyons voir ce que vous cachez là. »« Monsieur l'agent, » dit Marcus, sa voix chargée d'un avertissement subtil qui fit instinctivement froncer les sourcils de Rodriguez. « Cette mallette contient des documents confidentiels protégés par la loi. Vous n'avez pas l'autorisation légale d'y accéder sans mandat spécifique. »« J'ai un motif valable, » interrompit Peterson en tendant la main vers la mallette avec l'assurance de quelqu'un qui n'avait jamais eu à subir les conséquences réelles de ses actes. Ce que Peterson ignorait, c'est qu'il était sur le point d'ouvrir une boîte de Pandore qui non seulement détruirait sa carrière, mais exposerait également un comportement que les enquêteurs fédéraux traquaient discrètement depuis des mois. Le dossier ne contenait pas seulement l'identité de Marcus, il contenait également des documents prouvant que Peterson faisait l'objet d'une enquête pour violation systématique des droits civils. Rodriguez observa la scène avec malaise, sentant un nœud se former dans son estomac. Quelque chose dans cette situation était profondément anormal, mais la machine de l'autorité policière était déjà lancée, telle une avalanche imparable. L'adolescente qui diffusait en direct murmura à ses followers. « Les gars, il y a 4800 personnes qui regardent en ce moment. Ça va devenir viral, c'est sûr. Quelque chose me dit que ce flic va vraiment regretter ce qu'il est en train de faire. » Peterson ouvrit le dossier, ses yeux parcourant rapidement les premiers documents. Des certificats officiels, des badges gouvernementaux, des papiers portant des cachets fédéraux qu'il ne reconnut pas immédiatement. Sa confiance commença à s'effondrer comme un château de sable frappé par une vague inattendue. Ses mains tremblaient imperceptiblement, tandis qu'il traitait des informations qui ne correspondaient pas à son récit mental d'un criminel capturé. Marcus observa à travers le reflet de la fenêtre, tandis que Peterson découvrait lentement qu'il avait commis l'erreur la plus coûteuse de sa carrière de policier. Et le plus dévastateur, c'était que ce n'était que le début d'une révélation qui allait non seulement détruire Peterson, mais aussi exposer un réseau de corruption et de préjugés qui allait bien au-delà d'un policier complexé par sa supériorité raciale. Car lorsque la vérité émerge enfin, elle ne vient pas seule. Elle apporte avec elle toutes les preuves systématiques que certains ont passé des années à essayer de dissimuler. Il y a un moment dans la vie de tout prédateur où il se rend compte qu'il n'est plus le chasseur, mais la proie. Pour Peterson, ce moment est arrivé lorsque ses yeux ont rencontré le premier document qui allait changer sa vie à jamais. Mairie de Los Angeles, bureau du maire. Examen confidentiel du personnel. Objet, officier Bradley Peterson, matricule 4521. Le premier document que Peterson retira du dossier lui glaça le sang. Ses mains tremblèrent involontairement. Comment diable un soi-disant voleur de voiture avait-il accès à des documents de révision personnelle du département de police? Dans la foule, quelqu'un cria « Qu'est-ce qu'il a trouvé ?» Les téléphones portables se levèrent encore plus haut, tels des phares de l'ère numérique documentant chaque seconde de la chute d'un homme. Peterson regarda Marcus, puis se replongea dans le document, son esprit luttant désespérément pour accepter une réalité qui ne cadrait pas avec ses certitudes raciales profondément enracinées. Ce n'était pas le scénario qu'il avait imaginé pour ce samedi. « Ça doit être un faux », murmura Peterson, mais sa voix avait complètement perdu sa conviction. C'était le son d'un homme qui voyait son monde s'écrouler en temps réel. Marcus resta immobile contre la BMW, mais sa voix trancha l'air avec la précision d'un scalpel chirurgical. « Officier Peterson, voudriez-vous reconsidérer votre approche avant que cette situation ne devienne complètement irréversible ?» La question n'était pas seulement une suggestion, c'était un dernier avertissement. La foule avait grossi pour atteindre plus de 150 personnes. Le live stream avait atteint 8700 spectateurs. Les commentaires explosaient comme des feux d'artifice numériques, il a des documents du gouvernement.
Ce flic est foutu. Qui est vraiment cet homme? Rodriguez s'approcha prudemment, observant la pâleur croissante de Peterson comme un ambulancier reconnaissant les symptômes d'un choc. Tom, qu'avez-vous trouvé exactement dans ce dossier? Peterson ne parvint pas à répondre. Ses mains feuilletaient les documents comme quelqu'un cherchant désespérément une sortie dans un labyrinthe qui ne faisait que se complexifier à chaque révélation. Chaque feuille dévoilait une nouvelle couche d'autorité qu'il ne pouvait ni comprendre ni expliquer. Bureau d'enquête fédéral. Enquête sur la violation des droits civils. Dossier numéro 2024, CR 0847. Personne faisant l'objet de l'enquête, agent Bradley Peterson. Le monde de Peterson s'écroula. 12 ans de carrière, d'autorité incontestée, de décisions fondées sur des préjugés validés par le système. Tout cela s'effondrait devant des preuves fédérales qu'il ne pouvait ni nier ni rationaliser. Sergent Rodriguez, dit Marcus en tournant légèrement la tête, les mains bien en évidence, mais son autorité grandissant de façon exponentielle à chaque mot prononcé. Votre agent enfreint actuellement les protocoles fédéraux en accédant à des documents classifiés sans autorisation légale appropriée. Chaque seconde de cette perquisition illégale est documentée et pourra être utilisée comme preuve. Rodriguez sentit une sueur froide couler dans son dos comme une cascade glacée. 22 ans d'une carrière exemplaire dans la police lui avaient appris à reconnaître quand une situation devenait complètement incontrôlable et entrait dans un territoire juridiquement dangereux. Peterson, arrêtez de toucher aux documents. Immédiatement. Mais Peterson était en pleine chute libre psychologique. Des années d'autorité incontestée, de décisions fondées sur des préjugés systématiques qui n'avaient jamais été remis en question par le système, de rapports qui avaient toujours été acceptés sans enquête approfondie, tout cela s'évaporait devant des preuves fédérales irréfutables. Dans la foule, la vieille dame murmura à son petit-fils avec la satisfaction de quelqu'un qui a toujours su reconnaître la véritable autorité. « Je t'avais bien dit que cet homme n'était pas un criminel. Regarde son attitude. Regarde comme il parle avec une connaissance juridique. C'est quelqu'un de très important que vous êtes en train d'humilier. » Son petit-fils, qui doutait désormais complètement de ses propres préjugés, répondit « Mais grand-mère, comment fais-tu pour toujours savoir ces choses-là » 50 ans passés dans les bureaux du gouvernement m'ont appris à reconnaître la véritable autorité, mon chéri. Et cet homme en est définitivement doté. Marcus écouta la conversation, confirmation supplémentaire que certaines personnes étaient capables de voir au-delà des apparences raciales pour reconnaître la compétence et la dignité authentique. Le problème systémique était que ces voix avisées étaient souvent réduites au silence par ceux qui préféraient conserver leur vision simpliste et préconçue du monde. Peterson trouva un autre document qui faillit lui faire perdre l'équilibre. Ministère de la Justice des États-Unis. Division des droits civils. Normes en matière de discrimination policière. Rapport confidentiel. District de Beverly Hills. Ce n'est pas possible, murmura Peterson, plus pour lui-même que pour quiconque présent. C'était le cri d'un homme confronté aux conséquences de nombreuses années de comportements discriminatoires. Rodriguez saisit sa radio avec une urgence croissante. Centrale, j'ai besoin d'une supervision supérieure immédiatement sur place. Nous avons une situation qui pourrait avoir des implications juridiques fédérales importantes. Le répartiteur répondit de manière professionnelle. Superviseur en route. Estimation du temps d'arrivée, 5 minutes. Marcus connaissait bien ces 5 minutes cruciales. 5 minutes pour que Peterson décide s'il voulait creuser un trou encore plus profond ou commencer à considérer qu'il avait commis l'erreur la plus coûteuse de sa carrière dans la police. 5 minutes pour que Rodriguez décide s'il allait soutenir un collègue clairement hors de contrôle ou commencer à prendre stratégiquement ses distances par rapport à une catastrophe fédérale imminente. Officier Peterson, dit Marcus, sa voix empreinte de la patience mélancolique de quelqu'un qui avait été confronté à des préjugés systématiques pendant des décennies et avait appris à les transformer en pouvoir stratégique, vous avez une décision cruciale à prendre maintenant. Vous pouvez continuer à creuser ce trou juridique, ou vous pouvez commencer à envisager sérieusement que vos hypothèses fondamentales sur qui je suis étaient complètement erronées. L'adolescente qui diffusait en direct murmura à ses 12 300 abonnés. Les gars, je ne sais pas qui est cet homme, mais ce policier est clairement terrifié. Il se passe quelque chose de très grave ici, et vous êtes en train d'assister à un moment historique. Peterson regarda désespérément les documents fédéraux, puis Marcus, puis la foule qui filmait chaque seconde de son humiliation croissante. Son esprit raciste luttait violemment contre des preuves irréfutables qu'il ne pouvait ni traiter ni nier. Comment concilier sa vision du monde empreinte de préjugés avec la réalité dévastatrice qu'il avait arrêté quelqu'un qui avait directement accès à des documents fédéraux sur sa propre conduite criminelle? Qui êtes-vous exactement? Demanda Peterson, sa voix réduite à un murmure désespéré d'homme vaincu. Marcus sourit, non pas avec malice ou vengeance,
mais avec la patience mélancolique de quelqu'un qui avait attendu des décennies pour entendre cette question précise. Voilà, agent Peterson, c'est exactement la question que vous auriez dû poser avant de me menotter sur la seule base de la couleur de ma peau. Rodriguez observa l'interaction tendue, réalisant clairement qu'il était témoin de quelque chose de bien plus important qu'un simple contrôle routier qui avait mal tourné. Il assistait à un moment historique où le privilège racial se heurtait à la responsabilité fédérale, où les préjugés systématiques entraient en collision frontale avec des conséquences juridiques réelles. Et la révélation la plus bouleversante était encore à venir. Une révélation qui prouverait que Marcus n'était pas seulement une victime choisie au hasard, mais quelqu'un qui avait stratégiquement orchestré cette rencontre afin de mettre au jour un réseau de corruption policière qui s'étendait jusqu'aux plus hauts échelons du département. Que se passe-t-il lorsqu'un système corrompu rencontre quelqu'un qui a passé des années à documenter méticuleusement chacune de ses failles? Lorsque l'arme la plus puissante n'est pas la force brute, mais la patience stratégique de ceux qui savent exactement comment utiliser la vérité pour démolir les injustices? Marcus resta immobile contre la BMW, mais quelque chose de fondamental avait changé dans l'atmosphère. L'énergie s'était déplacée comme des plaques tectoniques. L'homme menotté n'était plus la victime passive. Il était le chef d'orchestre dirigeant une symphonie de justice soigneusement orchestrée depuis des mois. « Officier Peterson », dit Marcus, sa voix désormais empreinte d'une autorité qui fit instinctivement taire la foule, comme si elle pressentait que quelque chose d'épique était sur le point d'être révélé. « Aimeriez-vous savoir pourquoi je conduisais précisément dans cette rue, à cette heure précise, aujourd'hui ?» Peterson déglutina, la sueur coulant sur son visage malgré la brise californienne. Son esprit raciste luttait pour accepter une réalité qui ne cadrait pas avec ses certitudes empreintes de préjugés. Ça n'a pas d'importance. Vous étiez en possession d'un véhicule volé. Vraiment. Marcus tourna légèrement la tête, un sourire contrôlé effleurant ses lèvres comme quelqu'un sur le point de révéler la fin d'un mystère complexe. Sergent Rodriguez, pourriez-vous vérifier à nouveau le rapport de police? Plus précisément, pourriez-vous confirmer qu'une BMW M5 argentée a bien été signalée comme volée aujourd'hui? Rodriguez saisit sa radio d'une main tremblante, avec le sentiment grandissant qu'il était sur le point de découvrir quelque chose qui allait complètement bouleverser sa compréhension de la situation. Centrale, vérification urgente du rapport Beau, 2024-8847. BMW M5, immatriculé 7G4TRXM9. La réponse vint en quelques secondes qui semblèrent une éternité, chaque mot tombant comme un coup de marteau. Sergent Rodriguez, nous n'avons aucune trace de ce véhicule dans nos registres. Je répète, aucun vol n'a été signalé. Le silence qui suivit fut assourdissant. Peterson recula comme s'il avait reçu un coup de poing dévastateur dans l'estomac. C'est impossible. J'ai reçu un appel spécifique. Quel appel exactement? Demanda Marcus, sa voix tranchant la confusion comme une lame judiciaire affûtée. Parce que j'ai un enregistrement extrêmement intéressant d'un appel que vous avez passé il y a exactement 3 heures. Dans la foule, l'adolescente murmura avec émotion à ses 18 900 followers. Les gars, cet homme attendait d'être arrêté. C'était un coup monté. Les commentaires explosèrent comme des feux d'artifice numériques, plot twist insane. Il a tendu un piège parfait. Ce flic est tombé dans un piège fédéral. Rodriguez sentit le sol s'effondrer sous ses pieds comme un tremblement de terre émotionnel. Tom, que se passe-t-il vraiment ici? Marcus a continué méthodiquement, chaque mot calculé comme un coup d'échec exécuté par un grand maître. Vous voyez, agent Peterson, lorsque vous avez pris cette rue à 14h30 et que vous m'avez vu garer ici, vous avez passé un appel à votre partenaire corrompu, l'agent Danny Morrison. Un appel qui, curieusement, a été intercepté par une enquête fédérale en cours depuis 8 mois. Le visage de Peterson passa du pâle au gris mortel. Morrison. Son partenaire depuis 6 ans. Son complice dans des dizaines de contrôles douteux, de rapports falsifiés, de preuves fabriquées, d'extorsions systématiques. Si l'enquête fédérale avait intercepté leur communication privée. Dans l'appel, continua Marcus avec la précision d'un procureur présentant des preuves accablantes, vous avez dit textuellement, et je cite, « Danny, on a un noir riche sur Rodeo Drive. Une BMW toute neuve, seule. On va inventer quelque chose et voir ce qu'il transporte. On trouvera peut-être quelque chose qui vaut la peine d'être confisqué. » La foule explosa en murmures de choc et d'indignation profonde. Les téléphones portables se levèrent encore plus haut. Le live stream atteignit 25 000 spectateurs simultanés. Des hashtags commencèrent à faire le buzz à l'échelle nationale. Hashtag justice pour Marcus, hashtag police corrompue, hashtag opération vérité. C'est un mensonge éhonté, s'écria Peterson désespérément, mais sa voix lui semblait pathétique, même à lui. Vous ne pouvez pas prouver ces accusations.
Marcus sourit avec la patience mélancolique de quelqu'un qui avait joué cette partie stratégique pendant des mois, déplaçant soigneusement les pièces jusqu'à l'échec et mat inévitable. Prouvé. Officier Peterson, je suis Marcus Hamilton. Chef des opérations de la Force spéciale fédérale anticorruption du district sud de Californie. Le monde s'est littéralement arrêté de tourner. Rodriguez a laissé tomber sa radio sur le bitume. Peterson a senti ses genoux faiblir. La foule a poussé un cri collectif, comme si l'air avait été aspiré hors de l'espace. Vous et Morrison faites l'objet d'une enquête fédérale approfondie depuis 8 mois, a poursuivi Marcus, son autorité désormais incontestable. 47 interpellations documentées au cours desquelles vous avez trouvé de la drogue ou de l'argent qui a mystérieusement disparu des rapports officiels. 18 familles innocentes que vous avez systématiquement raquettées. 6 entreprises locales que vous avez intimidées pour obtenir des paiements mensuels de protection. Peterson était en hyperventilation, des années de corruption systématique, de supériorité raciale, de crimes dissimulés derrière son badge, tout s'écroulait en temps réel devant des milliers de témoins numériques. L'opération d'aujourd'hui, a expliqué Marcus à la foule grandissante et aux caméras qui documentaient chaque mot historique, a été spécifiquement conçue pour prendre Peterson en flagrant délit de violation des droits civils, comme il le fait systématiquement depuis des années. Si vous sentez votre indignation grandir face à cette révélation de corruption systématique, vous ne voudrez certainement pas manquer la façon dont cette opération fédérale va démanteler tout un réseau de policiers corrompus. Rodriguez a commencé à reculer lentement, comprenant que sa propre carrière était désormais en danger en raison de son association. Combien de fois avait-il soutenu Peterson aveuglément? Combien de rapports douteux avait-il signés sans mener d'enquête approfondie? La vieille dame dans la foule sourit avec une profonde satisfaction. Je vous avais bien dit que cet homme avait une véritable autorité. 50 ans passés à observer les gens importants m'ont appris à reconnaître le vrai pouvoir quand je le vois. Marcus regarda directement les dizaines de caméras qui filmaient. Cette affaire ne concerne pas seulement un policier corrompu. Elle concerne tout un système qui permet aux préjugés raciaux de se dissimuler sous le couvert de l'application légitime de la loi. Elle concerne des agents qui voient une peau noire et présument la criminalité avant même d'avoir examiné les preuves. Le superviseur supérieur arrivait rapidement. Morrison était probablement en route lui aussi, sans se douter qu'il se dirigeait droit vers un piège fédéral soigneusement préparé. Et Peterson n'avait pas encore pleinement compris l'ampleur dévastatrice du réseau corrompu qui était sur le point de s'effondrer publiquement. Car la révélation la plus dévastatrice était encore à venir. Une révélation qui prouverait que cette opération était bien plus importante que 2 policiers corrompus, et que Marcus avait des preuves pour détruire un réseau de corruption qui atteignait les plus hauts échelons du département. Dans un monde où le badge est censé protéger et servir, certains découvrent qu'il peut être transformé en arme parfaite pour intimider et opprimer. Mais que se passe-t-il lorsque les opprimés possèdent tous les outils nécessaires pour démanteler complètement le système corrompu? Voici l'histoire de la victoire de la patience stratégique sur les préjugés systématiques. Marcus regarda Peterson droit dans les yeux, et pour la première fois, le policier corrompu vit quelque chose qui le terrifia jusqu'au plus profond de lui-même. Pas une rage explosive, pas une vengeance émotionnelle, mais la patience calculée de quelqu'un qui avait méticuleusement orchestré cette chute dévastatrice pendant des mois. « Officier Peterson, dit Marcus, sa voix tranchant l'air comme un verdict irréversible, aimeriez-vous savoir combien de familles innocentes vous avez détruites avec vos extorsions systématiques? Combien de vies avez-vous ruinées avec vos rapports complètement falsifiés? » Peterson tenta désespérément de reculer, mais ses propres menottes étaient devenues sa prison psychologique. « J'ai des droits constitutionnels. » « Des droits ?» Marcus rit, non pas de joie, mais de l'ironie amère de celui qui avait vu ces mêmes droits être systématiquement bafoués pour des gens comme lui. Sarah Martinez, 23 ans, brillante étudiante en soins infirmiers. Vous avez placé de la cocaïne dans sa voiture en mars. Elle a perdu la bourse qui représentait le rêve de toute une famille. Le live stream a explosé, atteignant 35 000 spectateurs simultanés. Les commentaires fusaient comme des météores numériques incendiaires, détruisez-le complètement. La justice arrive enfin. C'est historique. Kevin Thompson, père dévoué de 2 jeunes enfants. Toi et Morrison, vous lui avez extorqué 2 800 $ en amendes fantômes qui n'ont jamais été officiellement enregistrées. Il a perdu son appartement et ses enfants ont souffert de la faim. Le visage de Peterson était devenu un masque d'horreur absolue. Chaque nom que Marcus citait était une bombe émotionnelle qui explosait dans sa conscience corrompue, détruisant des années d'auto-justification raciste. Rodriguez tenta une intervention désespérée. « Marcus, monsieur, cela doit cesser immédiatement. Nous devons suivre les protocoles du département. » Protocole. Marcus tourna son regard dévastateur vers Rodriguez,
et le sergent sentit le poids écrasant d'une autorité qui transcendait complètement tout rang policier. « Sergent, vous avez signé 17 rapports douteux de Peterson au cours des 6 derniers mois. Des rapports que vous saviez suspects. Cela fait-il de vous un complice délibéré ou simplement un incompétent ?» La question resta suspendue dans l'air comme une guillotine prête à décapiter une carrière. À ce moment-là, une sirène complètement différente déchira le silence californien. Ce n'était pas une voiture de police ordinaire, mais un fourgon fédéral noir sans identification qui s'arrêta avec une précision militaire à côté de la scène. Les portes s'ouvrirent simultanément comme dans un film d'action, révélant des agents fédéraux en costume sombre qui se déplaçaient avec la précision mortelle d'une opération militaire. « FBI », annonça l'agent en chef, une femme noire impressionnante d'une 40aine d'années dont les yeux avaient été témoins de décennies de corruption policière. Agent spécial Sarah Washington. Cette zone est désormais officiellement sous juridiction fédérale exclusive. Washington. Ce nom frappa Peterson comme un marteau brisant du verre. Vous êtes tous. Marcus sourit pour la première fois, l'expression de satisfaction sincère qu'il s'était autorisé après des mois de planification stratégique. L'agent Washington est ma petite sœur. Et oui, agent Peterson, toute notre famille consacre sa vie à faire en sorte que des gens comme vous subissent les conséquences dévastatrices de leurs actes criminels. La révélation explosa dans la foule comme une onde de choc sismique. Une opération familiale coordonnée. Une vengeance systématique orchestrée par des frères qui avaient transformé un traumatisme personnel en justice institutionnelle implacable. « Oh mon Dieu !» murmura Peterson, comprenant enfin l'ampleur absolue du piège dans lequel il s'était volontairement fourré. « Vous avez planifié chaque seconde de cela. » Pendant 2 années consécutives, confirma Marcus froidement, tandis que l'agent Washington s'approchait avec les clés des menottes, telle une libératrice. Depuis que vous avez placé des preuves dans la voiture de notre cousin Jérôme. Vous vous souvenez parfaitement de lui? 19 ans, boursier en médecine, la vie complètement détruite par vos mensonges systématiques? Les jambes de Peterson se dérobèrent complètement. Jérôme Washington. L'affaire qu'il avait oubliée parmi des dizaines d'autres montages, mais qui avait hanté toute une famille de professionnels du droit pendant des années. L'agent Washington déverrouilla méthodiquement les menottes de Marcus, chaque clic résonnant comme le son de la justice enfin rendue. Marcus Hamilton Washington, chef des opérations de la Force fédérale anticorruption. Officier Peterson, vous êtes officiellement arrêté pour extorsion systématique, falsification de preuves, complot en vue de violer les droits civils et environ 47 autres chefs d'accusation fédéraux. La foule a éclaté en une ovation tonitruante. 45 000 personnes regardaient la retransmission en direct. Le hashtag Justice Washington Hamilton a commencé à faire le buzz sur toutes les plateformes. Ces réformes, expliqua Marcus directement à la caméra, constituent des solutions scientifiquement prouvées à des problèmes systémiques. Il ne s'agit pas de mesures punitives contre l'application de la loi. Ce sont des normes professionnelles qui protègent à la fois les droits de la communauté et l'intégrité des carrières policières. Torres, qui avait filmé toute la réunion avec sa caméra corporelle, s'est approché courageusement. « Monsieur, en tant que jeune policière, je soutiens pleinement ces changements. Aucun d'entre nous ne s'est engagé dans les forces de l'ordre pour violer les droits d'innocents. Nous avons besoin d'une meilleure formation et de directives plus claires. » Sa déclaration publique a résonné dans la foule et sur le live stream. Une policière soutenant la réforme a démontré la possibilité réelle d'un changement venant de l'intérieur même du système. Le compteur de vues a dépassé les 135 000, tandis que les réseaux d'information relayaient l'histoire à l'échelle nationale. Peterson a été menotté par des agents fédéraux, son monde s'écroulant en temps réel devant des milliers de témoins. Des années de pouvoir, de supériorité raciale et de comportement criminel convergeaient vers un moment de responsabilité absolue. « S'il vous plaît », murmura Peterson, le désespoir finissant par avoir raison de son arrogance, « ma famille, ma retraite. » Marcus marqua une pause, regardant droit dans les yeux l'homme qu'il avait humilié 2 heures plus tôt. « Votre famille ira bien, Peterson. Contrairement aux familles que vous avez systématiquement détruites, elle aura toujours sa dignité. » À ce moment précis, la voiture de Morrison tourna au coin de la rue, sans se douter qu'elle se dirigeait droit vers un piège fédéral soigneusement préparé. L'agent Washington sourit en parlant dans sa radio, cible 2 en approche. Toutes les unités, restez en position. La foule regardait en silence, stupéfaite, tandis que Morrison se garait, sortait du véhicule et était immédiatement encerclé par des agents fédéraux armés. Le réseau de corruption qui avait tourmenté Beverly Hills pendant des années était enfin démantelé publiquement, documenté par des milliers de témoins numériques. Marcus s'adressa directement aux caméras. Il ne s'agit pas seulement de vengeance personnelle.
Il s'agit de garantir qu'un badge ne puisse plus jamais être utilisé comme une arme contre des innocents uniquement en raison de la couleur de leur peau. Mais la révélation la plus dévastatrice était encore à venir. Car tandis que Peterson et Morrison étaient arrêtés, Marcus avait une dernière surprise qui allait révéler une corruption atteignant des sommets que personne n'aurait jamais imaginés. Dans un monde où la justice met souvent des décennies à se faire, certaines victoires redéfinissent complètement ce que signifie transformer une douleur personnelle en pouvoir systémique. Voici l'histoire d'une humiliation qui a déclenché une révolution nationale. 6 mois plus tard, l'opération Washington-Hamilton était devenue le tournant le plus important de l'histoire moderne de l'application de la loi aux États-Unis. Ce qui avait commencé par un contrôle routier discriminatoire à Beverly Hills s'était transformé en la plus grande enquête sur la corruption policière de la côte ouest, avec des ramifications dévastatrices qui avaient atteint Washington DC et changé définitivement la politique fédérale. La révélation finale avait été encore plus choquante que Peterson et Morrison ne l'avaient jamais imaginé. Le chef Miller, le chef de la police qui avait supervisé et activement protégé ce système de corruption pendant une décennie entière, faisait désormais face à des accusations fédérales de racket. L'enquête a révélé que Miller recevait 50 000 $ par mois d'un réseau organisé de policiers corrompus pour s'assurer que des hommes comme Peterson puissent continuer à opérer sans aucune ingérence fédérale. La corruption n'existe jamais isolément, expliqua Marcus à un public silencieux de 500 cadets de l'Académie nationale de police, sa voix résonnant dans l'auditorium comme un sermon sur la justice. Elle prospère systématiquement lorsque des personnes bien intentionnées choisissent systématiquement de fermer les yeux, lorsque les superviseurs ne remettent pas en question des comportements discriminatoires manifestes. Cette histoire était devenue un sujet obligatoire dans les programmes des académies de police de 23 États américains. Le « protocole Hamilton-Washington » était désormais la norme fédérale. Des opérations d'infiltration systématique visant à tester les préjugés raciaux dans les services ayant des antécédents douteux. Plus de 340 agents avaient été définitivement démis de leurs fonctions après la mise en œuvre rigoureuse des nouveaux protocoles. Peterson purgeait une peine de 89 ans dans une prison fédérale, sans possibilité de libération conditionnelle avant l'âge de 67 ans. À 47 ans, il mourrait probablement derrière les barreaux, payant de sa vie entière des décennies de préjugés raciaux systématiques et de comportements criminels institutionnalisés. Mais la transformation la plus puissante s'était produite chez les victimes précédentes. Sarah Martinez avait non seulement obtenu son diplôme d'infirmière avec les honneurs, mais elle avait également créé une clinique communautaire gratuite spécialisée dans l'aide aux familles victimes de brutalités policières. Sa bourse d'études, rétablie grâce à la Fondation Washington, avait inspiré toute une génération d'étudiants confrontés à des injustices systématiques. Quand Marcus m'a appelé pour m'annoncer que Peterson avait été condamné, a déclaré Sarah lors d'une interview nationale émouvante, je n'ai ressenti ni vengeance ni satisfaction personnelle. J'ai ressenti un véritable espoir. L'espoir que d'autres filles comme moi ne subiraient jamais le traumatisme que j'avais vécu. Kevin Thompson avait non seulement récupéré les 2800 $ qui lui avaient été extorqués, mais il avait également reçu 340 000 $ de dommages et intérêts de la part du gouvernement fédéral. Il a utilisé chaque centime pour ouvrir un centre communautaire révolutionnaire dans son quartier, offrant une assistance juridique entièrement gratuite aux familles victimes de harcèlement policier. Le Thompson Community Justice Center est devenu un modèle inspirant pour 47 autres centres similaires mis en place à l'échelle nationale. Peterson pensait qu'il me volait l'argent de mon loyer, a déclaré Thompson lors de l'inauguration émouvante du centre, les larmes coulant sur son visage. En réalité, il m'a donné les moyens financiers d'aider des centaines de familles à lutter contre exactement le type de corruption qu'il incarnait. Dans le public de l'académie, le cadet James Peterson, fils de Bradley Peterson, écoutait, les larmes coulant silencieusement sur son visage. Son père avait non seulement détruit sa propre vie, mais aussi couvert de honte toute une famille qui portait désormais le poids écrasant d'un nom associé à jamais à la corruption policière raciste. James s'était engagé dans l'académie non pas malgré la honte familiale, mais précisément à cause d'elle. Il était déterminé à racheter le nom des Peterson par un service sincère et respectueux envers la communauté diversifiée. Mon père était un homme qui a laissé les préjugés raciaux transformer son badge en une arme contre des innocents, avait écrit James dans sa lettre de motivation émouvante. Je veux être un policier qui transforme ce même badge en un bouclier protecteur pour tous les citoyens, indépendamment de leur couleur, de leur statut socio-économique ou de leur origine familiale. Marcus fit une pause pendant sa présentation, ses yeux rencontrant directement ceux de James Peterson. Une reconnaissance s'est installée entre eux, non pas de l'animosité ou du ressentiment, mais d'une profonde compréhension mutuelle de la façon dont un traumatisme familial peut être stratégiquement transformé en un objectif social durable. Après la présentation, Marcus s'est approché du jeune cadet avec une compassion sincère. « Ton père a commis des erreurs terribles et criminelles », a déclaré Marcus, sa voix empreinte de pardon plutôt que de jugement.
Mais vous avez l'occasion unique d'écrire une histoire complètement différente. Le nom Peterson peut être synonyme de rédemption et de justice plutôt que de corruption et de préjugés. James acquiesça profondément, comprenant que la rédemption familiale exige une reconnaissance honnête, des actions cohérentes et une responsabilité soutenue pendant des décennies. La diffusion en direct originale de l'adolescente Amara avait atteint 12 millions de vues et continuait de croître de manière exponentielle. Elle était devenue une journaliste d'investigation de renommée nationale. Spécialisée dans les affaires de responsabilité policière, ses compétences en matière de documentation lui ayant permis de se lancer dans une carrière entièrement consacrée à dénoncer les injustices systémiques grâce à un journalisme citoyen courageux. « Je n'aurais jamais imaginé que mon live stream changerait l'histoire nationale », a déclaré Amara lors d'une interview sur CNN. Cela prouve que toute personne disposant d'un téléphone portable peut documenter les injustices et apporter un réel changement lorsqu'elle est témoin de corruption. Madame Dorothy Washington, la vieille dame qui a été la première à reconnaître l'autorité légitime de Marcus, est devenue une défenseuse des droits civiques extrêmement influente, formant les habitants à leurs droits constitutionnels lors de rencontres avec la police. À 78 ans, elle a découvert que 5 décennies passées à reconnaître la compétence pouvaient être mises à profit pour apprendre aux autres à exiger le respect et la responsabilité des autorités. « J'ai été témoin de beaucoup d'injustices au cours de mes 78 années d'existence », a déclaré Madame Washington aux journalistes lors d'une conférence de presse nationale, mais j'ai aussi appris que lorsque des personnes bienveillantes s'unissent courageusement, un véritable changement devient non seulement possible, mais inévitable. L'agent Sarah Washington avait été promue directrice de l'application des droits civils pour toute la région de la côte ouest, son succès dans la lutte contre la corruption policière lui valant une reconnaissance fédérale. Le partenariat entre les deux frères avait définitivement prouvé que le traumatisme familial, lorsqu'il était canalisé de manière stratégique par l'éducation et le changement institutionnel, pouvait créer des protections bénéficiant à d'innombrables autres familles confrontées à des injustices similaires. La BMW M5 était toujours garée dans le garage de Marcus, mais pour des raisons complètement différentes. Non pas parce qu'il avait besoin de prouver quoi que ce soit, mais parce que son père lui avait appris que la dignité maintenue par une force silencieuse crée des changements plus durables que la colère exprimée par une confrontation bruyante. « Chaque fois que je vois cette voiture, » disait Marcus lors de conférences nationales, « je me souviens que le vrai pouvoir ne vient pas de l'humiliation des autres. Il vient de la création de systèmes préventifs qui protègent les autres contre l'humiliation fondée sur des suppositions quant à leur valeur humaine. » Les réformes fédérales issues de l'opération Washington-Hamilton avaient transformé le maintien de l'ordre à l'échelle nationale grâce à des changements politiques concrets et mesurables. Les caméras corporelles étaient désormais obligatoires pour tous les contrôles routiers, et des comités civils de révision avaient le pouvoir d'assigner à comparaître pour enquêter sur les cas de mauvaise conduite. Les agents ayant des antécédents avérés de comportements discriminatoires faisaient l'objet d'un examen fédéral automatique et risquaient des poursuites pénales. Les audiences du Congrès ont abouti à l'octroi de 2,3 milliards de dollars de financement fédéral pour la formation sur les préjugés, les programmes de surveillance communautaire et les fonds d'indemnisation des victimes. L'affaire Hamilton-Washington est devenue un précédent juridique permettant de tenir responsables des services de police dans leur ensemble, lorsque des pratiques de corruption étaient systématiquement ignorées par les responsables hiérarchiques. Le plus frappant a été de découvrir que le réseau de corruption atteignait le maire de Los Angeles lui-même, qui recevait des contributions illégales pour sa campagne électorale en échange de la protection de policiers corrompus contre les enquêtes fédérales. Sa démission forcée a déclenché une vague de réformes municipales dans des dizaines de villes américaines. Rodriguez avait perdu non seulement son emploi, mais aussi toute sa retraite, et faisait face à des accusations fédérales de complicité qui avaient détruit son illusion que l'ignorance délibérée constituait une innocence légale. 22 ans de carrière dans la police, effacés par des décisions de soutenir systématiquement le mauvais officier au mauvais moment. Morrison purgeait une peine de 73 ans de prison fédérale. Son réseau d'extorsion démantelé document par document, chaque preuve constituant une condamnation accablante d'années de corruption institutionnalisée protégée par une supervision délibérément négligente. Marcus s'est adressé aux caméras de télévision une dernière fois, se plaçant à l'endroit exact où Peterson l'avait humilié 6 mois plus tôt. Ce parking a appris à l'Amérique que lorsque nous sommes témoins d'une injustice, nous avons un choix moral fondamental. Nous pouvons rester silencieux et laisser les préjugés prospérer, ou nous pouvons parler courageusement et exiger des responsabilités qui entraînent un changement réel et durable. Sa voix avait gagné en poids grâce à une patience stratégique, une planification méticuleuse et un engagement inébranlable à transformer un traumatisme personnel en justice systémique. Votre voix individuelle compte profondément dans cette lutte pour l'égalité. Partagez vos histoires de dépassement des préjugés. Documentez les injustices dont vous êtes témoin. Exigez que ceux qui occupent des positions de pouvoir institutionnel rendent des comptes. L'adolescente qui avait tout retransmis en direct travaillait désormais pour CNN.
ses compétences en matière de documentation lui ayant permis de se lancer dans une carrière consacrée à révéler la vérité grâce à un journalisme citoyen courageux. Les réseaux sociaux avaient prouvé que parfois, un smartphone pouvait être plus puissant qu'un badge lorsqu'il était brandi par une personne engagée dans la justice. Chaque histoire partagée nous rapproche d'un monde où le caractère compte véritablement plus que la couleur, a conclu Marcus, ces mots résonnant dans les communautés qui avaient trouvé l'espoir dans leur parcours semé d'humiliation vers une transformation institutionnelle systématique. Cette affaire avait définitivement prouvé que lorsque le pouvoir institutionnel se heurte au courage individuel soutenu par la solidarité familiale, un véritable changement devient non seulement possible, mais inévitable. Que lorsque le traumatisme est canalisé vers l'éducation plutôt que vers la vengeance, des systèmes entiers peuvent être réformés pour protéger les générations futures. Au fur et à mesure que l'enquête se poursuivait, 47 autres policiers à travers la Californie ont été inculpés dans des affaires de corruption connexes. Les effets dominos de l'opération Washington-Hamilton se sont poursuivis pendant des années, garantissant que le moment de stupidité raciste de Peterson devienne le catalyseur d'une réforme permanente de la police à l'échelle nationale. Mais le changement le plus profond s'est produit dans les écoles. L'histoire de Marcus a été intégrée au programme d'éducation civique de 15 États, afin d'enseigner aux élèves leurs droits constitutionnels, comment documenter les injustices et l'importance de la responsabilité des personnes en position d'autorité. La justice obtenue par l'éducation est une justice qui perdure à travers les générations, a déclaré Marcus dans son dernier message national. Si cette histoire de transformation institutionnelle et de changement systémique vous a profondément touché, votre voix peut également faire une réelle différence dans votre propre communauté. Partagez vos expériences personnelles d'injustice dans les commentaires ci-dessous. Chaque histoire compte, chaque voix compte pour le changement collectif. Abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres histoires inspirantes de résistance, de responsabilisation et de pouvoir silencieux qui transforment les systèmes corrompus depuis leur fondation. Ensemble, nous pouvons garantir que les générations futures hériteront d'un système judiciaire qui protège véritablement les droits constitutionnels de tous, indépendamment de la race, du statut économique ou des préjugés qui nous ont autrefois divisés, mais qui nous renforcent aujourd'hui lorsque nous nous unissons courageusement contre l'injustice systémique.